Nous allons voir maintenant l'activité optique qui est une propriété liée à la chiralité. Comme nous avons vu précédemment, quand une molécule possède un carbone asymétrique, il existe deux arrangements différents dans l'espace qui correspondent à deux énantiomères, on vient de voir, qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Alors la question qu'on se pose, c'est que ces deux molécules diffèrent par quoi? Si on considère les propriétés physiques, c'est-à-dire le point d'ébullition, les points de fusion, la solubilité, etc., ces propriétés sont les mêmes. Les propriétés chimiques sont également les mêmes dans un milieu qui n'est pas chiral, c'est-à-dire un milieu achiral. Alors les propriétés physiques, on a dit qu'elles étaient les mêmes, sauf une seule. C'est l'action sur la lumière polarisée. Ces deux molécules n'ont pas la même action sur la lumière polarisée. Ces deux molécules chirales possèdent des activités optiques ou pouvoirs rotatoires qui sont différents. Alors cette propriété qui est l'activité optique, elle peut être mesurée par un appareil qu'on appelle polarimètre. Donc qu'est-ce que c'est l'activité optique? Si on regarde le schéma suivant, on voit que lorsqu'on a de la lumière naturelle ou bien de la lumière d'une lampe à incandescence, c'est une lumière qui n'a pas de direction privilégiée. Si on la fait passer par un polariseur c'est un filtre optique qui ne laisse passer qu'un plan de la lumière. Et si par exemple on va imaginer qu'il ne laisse passer que le plan vertical, on a de la lumière polarisée à la sortie du polariseur. Si cette lumière polarisée traverse une cuve qui contient des molécules chirales, on constate que cette lumière est progressivement déviée pour qu'à la sortie, on ait une déviation de l'ordre de alpha, c'est ce qu'on appelle l'angle de déviation. C'est le pouvoir rotatoire qui est mesuré à l'aide d'un polarimètre. Alors si la molécule fait dévier le plan de la lumière polarisée vers la droite, on va dire qu'elle est dextrogire, D droite, et on la note plus. Si par contre, à la sortie de la cuve, la lumière est déviée vers la gauche, on dit que la molécule est lévogire et on la note moins. Qu'est-ce que c'est la configuration spécifique? Donner la configuration spécifique d'une molécule chirale, c'est dire si elle est dextrogire, c'est-à-dire elle fait tourner le plan de la lumière polarisée à droite, ou bien lévogire, elle fait tourner ce plan à gauche. Ceci ne peut être fait qu'expérimentalement. Alors vous imaginez qu'on ne va pas à chaque fois faire l'expérience quand on veut faire la différence ou reconnaître la différence entre deux molécules. Pour cela, il existe des règles et des conventions qui permettent de différencier entre les molécules chirales, de faire par exemple la différence entre deux énantiomères et de donner des configurations qui ne sont pas spécifiques, mais des configurations qui sont absolues. Alors donc, les configurations absolues des carbones asymétriques, qu'est-ce que c'est et comment peut-on les déterminer? Un carbone asymétrique peut avoir deux configurations absolues. R, qui vient de rectus, ça veut dire droite en latin, ou bien S, sinister, qui veut dire gauche en latin. Une remarque très importante, c'est qu'il n'y a pas de relation entre les configurations spécifiques qu'on a vues et qui sont définies expérimentalement, à savoir dextrogire
D ou lévogir. Il n'y a aucune relation entre ces configurations spécifiques et les configurations absolues qui, elles, sont conventionnelles, et ce sont les configurations R ou S. Ça veut dire qu'on peut trouver une molécule qui a la configuration R, mais qui est soit dextrogir ou lévogir. Et pareil pour S. Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique, la première étape est le classement des substituants de ce carbone selon les règles séquentielles de Kahn, Ingold et Prelog. La règle numéro 1 de Kahn, Ingold et Prelog nous dit qu'il faut regarder les atomes directement liés au carbone asymétrique et les classer suivant l'ordre décroissant de Z, c'est-à-dire leur numéro atomique. Regardons ceci sur un exemple. Nous avons donc un carbone asymétrique lié à Br, Cl, CH3 et H. On regarde uniquement les atomes directement liés au carbone asymétrique qui sont donc le brome, le chlore, le carbone et H. Et on les classe selon Z. Le brome est bien entendu prioritaire. Ensuite vient le chlore avec son Z égal à 17, puis le carbone avec son Z égal à 6, et enfin l'hydrogène. Donc on place les numéros sur les différents substituants. Si maintenant les atomes directement liés au carbone asymétrique sont les mêmes, c'est-à-dire s'ils ont le même numéro atomique Z, la règle numéro 2 nous dit qu'il faut développer l'écriture au deuxième rang et comparer. Si on ne trouve pas de différence, il faut développer au troisième rang et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à une différence. Et là, on compare et on classe. On va voir cela sur un exemple. Une molécule avec un carbone asymétrique, les 4 substituants sont bien sûr différents, mais les atomes directement liés au carbone asymétrique sont les mêmes. Sur cet exemple, nous avons donc un carbone avec 4 substituants différents. Le substituant A, c'est un CH2OH, B, c'est CH3, C, c'est CH2CH3 et D, CH2, CH2, CH3. C'est donc un carbone asymétrique. Si on veut classer les substituants de ce carbone asymétrique selon les règles de Kahn, Ingold et Prelog, on va appliquer la première règle, c'est-à-dire regarder les atomes directement liés au carbone asymétrique. C'est ce qui est schématisé par le cercle rouge. On constate que pour ce premier rang, tous les atomes sont les mêmes, c'est des carbones. Donc, on ne peut pas classer au premier rang. La règle numéro 2 nous dit qu'il faut développer au deuxième rang qui est schématisé par le cercle bleu. Et donc ici, on regarde les substituants des différents carbones du rang numéro 1. Pour le substituant A, le carbone est lié à 2 hydrogènes et un oxygène, mais on va marquer l'oxygène en haut et les 2 hydrogènes plus bas, c'est-à-dire que c'est par Z décroissant. C'est plus facile pour la comparaison et le classement. On va le voir. Pour le substituant petit b, le carbone est lié à 3 hydrogènes. Pour le substituant petit c, le carbone est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Et là également, on va mettre d'abord le carbone, puis les 2 hydrogènes. Pareil pour le substituant D, qui est lié donc à un carbone et 2 hydrogènes. Au deuxième rang, est-ce qu'on peut classer? Comment on va faire? On regarde les atomes qu'on a mis en haut. Pour le substituant A, on a l'oxygène qu'on va comparer avec H du substituant B,
avec le carbone du substituant C et bien entendu le carbone du substituant D. On constate donc que on peut classer le substituant A et B, puisque O a le numéro atomique le plus élevé, donc c'est le prioritaire. Le substituant A est prioritaire. Pour le substituant B, il a le numéro atomique le moins élevé, donc c'est le moins prioritaire. Par contre, on n'arrive pas à classer les deux substituants C et D, puisqu'on a la même chose. Et là, la règle numéro 2 nous dit qu'il faut continuer à développer jusqu'à ce qu'on trouve la différence. Donc, on va développer au troisième rang, qui est schématisé par le cercle vert. Pour le substituant A, l'oxygène est lié à H. Ici, une remarque importante, c'est qu'il faut respecter la valence des atomes. Vous voyez bien que pour les carbones, on a à chaque fois 4 liaisons et que pour l'oxygène, on a 2 liaisons conformément à sa valence qui est égale à 2. Pour le substituant B, on n'a rien au troisième rang. Et pour le substituant C, le carbone est lié à 3 hydrogènes. Pour le substituant D, le carbone est lié à un méthyle et 2 hydrogènes, donc il est lié à un carbone et 2 hydrogènes. Et là, au troisième rang, on constate qu'il y a une différence. On peut classer. Le carbone est prioritaire à l'hydrogène, donc au troisième rang, le substituant D est finalement prioritaire au substituant C. En conclusion pour ce classement, bon là on a mis les hydrogènes pour respecter la valence du carbone. Donc en conclusion, selon CIP, Canigol-Desprelog, le substituant A est prioritaire, il est classé 1. Ensuite vient le D, 2. Ensuite C qui est classé 3e. Et le 4e, c'est le substituant petit b. La règle numéro 3 concerne les liaisons multiples. Si dans un substituant, on a des doubles ou des triples liaisons, comment on va faire? On nous dit que une double liaison doit être considérée comme l'équivalent de 2 liaisons simples et une triple liaison comme l'équivalent de 3 liaisons simples. On va voir ceci sur un exemple. Si vous avez le substituant CHO parmi les 4 substituants du carbone asymétrique et que vous voulez le développer selon les règles de Cannes-Ingold-Desprelog, vous avez une double liaison. Comment vous allez faire? Au premier rang, c'est clair, vous avez un carbone, mais au deuxième rang, vous avez l'oxygène doublement lié au carbone. En appliquant la règle 3, on va donc écrire ceci. Au premier rang, on a un carbone et on va considérer la double liaison comme si c'était 2 liaisons simples avec un oxygène et un autre oxygène entre crochets. Si le développement au deuxième rang ne permet pas de classer et qu'on est obligé de développer au troisième rang, on regarde cet oxygène. Tout ce qu'il a comme liaison, c'est la double liaison avec le carbone. On va donc considérer que cette double liaison, c'est l'équivalent de 2 liaisons simples. On a déjà la première liaison qui est marquée avec le carbone. On marque la seconde avec un autre carbone entre crochets. L'oxygène entre crochets n'existe pas. Selon les règles de Canning-Gold-Desprelog, on va considérer qu'il est lié à un atome de numéro atomique nul. Remarquez ici le respect de la valence. L'oxygène toujours avec 2 liaisons. Donc ça, c'est le troisième rang. Si maintenant on a besoin de développer au quatrième rang pour classer, l'atome entre crochets est lié à des atomes de numéro atomique nul. On en écrit 3 pour respecter la valence du carbone. Prenons un autre exemple.
ces triples liaisons N. Au premier rang, donc, on a le carbone et on va considérer que la triple liaison, c'est l'équivalent de 3 liaisons simples, une avec l'azote et les deux autres avec des azotes entre crochets. Si on a besoin de développer au rang suivant, en respectant la valence de l'azote et en regardant le groupement, on voit que l'azote est lié par une triple liaison au carbone. En considérant que la triple liaison, c'est l'équivalent de 3 liaisons simples, on a la première liaison avec le carbone qui est déjà marquée, donc on rajoute deux autres liaisons simples avec des carbones entre crochets. Pour les azotes qui sont entre crochets, ils sont liés à des atomes de numéro atomique nul. On en écrit 2 pour respecter la valence de l'azote. Voilà. Si on veut développer au quatrième rang, comme pour l'exemple précédent, le carbone entre crochets est lié à 3 autres atomes de numéro atomique nul, ce qui donne 4 liaisons en tout pour chaque atome de carbone.